Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans Hyperlink, votre cocktail de BD de pixels qui décortique l'actualité et l'écosystème de la pop culture. L'année dernière, on avait fêté la Saint-Valentin avec les amours sucrés des mangas rom-com et depuis, figurez-vous que le Covid est passé par là et donc en cette année 2021, pour la Saint-Valentin, l'amour a plutôt un goût de café noir et blanc. Vous l'aurez compris, on va parler de Malcolm et Marie, drame de Sam Levinson disponible sur Netflix. À mes côtés aujourd'hui, Cédric. Comment ça va, Cédric ? Bah écoute, ça va super, malgré un son un peu moins bien que d'habitude, on va faire en sorte que ça aille. Nickel, à tes côtés on a Océane, comment ça va ? Bah écoute, ça va. Je suis là pour les deux acteurs dont on va parler aujourd'hui et c'est déjà une très bonne chose. Et on les aime. Et on aime Gabin. Gabin, comment vas-tu ? Eh ben impec, moi j'attends avec impatience la deuxième saison de Euphoria, du coup j'ai de quoi me divertir en attendant, donc je suis ravi. Effectivement, Sam Levinson, réalisateur, showrunner de la série Euphoria, faut-il le rappeler. Pour l'heure, vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Discord, sur YouTube, Twitch. N'hésitez pas à partager avec nous vos impressions sur Malcolm et Marie, l'avez-vous apprécié ? Avez-vous été un petit peu rebuté au visionnage ? On va en parler juste après le jingle. Minable, méga minable. Faudrait trouver un argument plus original. Malcolm et Marie, donc Cédric, peux-tu nous le pitcher ? Oui, tout à fait. Eh bien, on est par une nuit noire, tout à fait noire, un couple revient à la maison. Lui, c'est Malcolm, c'est un jeune réalisateur enivré par le succès de son tout dernier film, qui vient d'être acclamé par la critique et par les amis, les proches, ça, lors d'une première. Elle, c'est Marie, c'est une femme réservée, c'est la petite amie de Malcolm, et elle semble bien moins enthousiaste face au métrage que son conjoint vient de produire. Et alors que tout pourrait bien se passer, on est en fin de soirée, ils essaient de se détendre, mais la soirée va prendre une drôle de tournure quand les langues vont commencer à se délier, et c'est le début d'une longue, très longue nuit où vont se confronter les idées, les points de vue, et où plus rien ne sera jamais comme avant pour eux. Et donc, comme tu l'as dit, c'est un film de Sam Levinson qu'on connaît pour Euphoria et pour l'excellent Assassination Nation, et c'est un film avec, ça va être très simple comme casting, il y en a que deux, c'est Zendaya et John David Washington. Alors Malcolm et Marie, c'est un film particulier, sur pas mal de points. On peut notamment dire qu'il a été tourné en indépendant, avec comme producteurs principaux le réalisateur, mais aussi les acteurs, et aussi un certain Scott Mescudi, qu'on connaît davantage sous son pseudonyme Kid Cudi. Donc c'est aussi l'un des premiers films écrits et tournés pendant la période du Covid. Tout ça rend, on va dire, le film plutôt atypique dans sa conception. Est-ce qu'il est à la hauteur des attentes ? Alors, le film a de super points positifs. Pour moi, déjà, là, je pense que ça va être la panacée pour tout le monde, c'est les acteurs. Et tant que deux, ils doivent être constamment à l'écran, ce qui donne le fait qu'ils sont tous les deux à 100% dans leur rôle, en gardant des types qui leur sont propres d'acting. Je pense par exemple à les mimiques de Zendaya, elle fait toujours des petites moues que je trouve super sympas et qui marchent très bien dans ce rôle-là. La marche et la rythmique de jeu de John David Washington est vraiment bon aussi. J'aimais déjà beaucoup ce qu'il avait donné dans Black Clansman et dans Tenet, et ça confirme le talent qu'il a, qui est à peu près inné. Et il s'en dégage du coup quelque chose dans le naturel que les deux acteurs produisent. En plus, il y a la photo, c'est un film en noir et blanc, comme tu l'as souligné au tout début, le noir et blanc est très beau, vraiment très beau. Il permet de mettre en avant donc la carnation des acteurs, c'est un aveu de Levinson lui-même que pour lui, il n'y avait pas eu assez d'Afro-Américains mis en scène en noir et blanc dans le cinéma d'avant, et il voulait un peu rendre hommage à ça. Et ça permet aussi de mettre l'accent sur les matières de la maison, certains objets. Alors peut-être que c'est pour donner des dimensions physiques supplémentaires, je vous avoue que je ne sais pas trop, j'ai cherché, mais lui en tout cas a dit que c'est principalement pour les carnations de peau, enfin pour les carnations. En tout cas, moi c'est un rendu que j'aime beaucoup. Après la mise en scène, ça devient un peu compliqué pour moi parce que elle est plutôt élégante, il y a des jolis cadres, les travelling sont très maîtrisés, ils sont très fluides. Pour autant, elle est quand même plutôt effacée et on pourrait se dire qu'on est sur une pièce de théâtre filmée, ce qui n'est pas vraiment mon dada à moi, hein. Il y a un accent sur les monologues quand même dans des très beaux plans séquences, mais ça reste quand même très théâtre filmé. Et on sent pourtant de temps en temps des intentions dans la mise en scène. Il y a certains cadres qui sont très signifiants, notamment je pense à la fin, il y a un très beau cadre avec des miroirs, il y a des encadrements dans les portes, il y a des jeux sur les plongées, les contre-plongées, les champs contre champs. Ça amène des rapports de force en fait qui sont super sympas et que la mise en scène du coup tente de faire quelque chose. En tout cas, voilà, on est quand même sur quelque chose d'habité. Et en revanche, moi mon plus gros point un peu bémol, un peu négatif, c'est que le film, il est ni austère ni rebutant, mais je trouve qu'il est un peu long. La durée d'1h40, en fait, par le fait que c'est un seul lieu, deux acteurs, et qu'il y a beaucoup de dialogue, ça l'allonge énormément. J'ai l'impression, il y a des moments où je me suis dit, il y a au moins une demi-heure de film qui s'est passé, je regardais, il y en avait que 5 minutes, j'ai fait, ah ouais, ça va être compliqué.
Mais voilà, dans l'ensemble, à part ce petit bémol, je trouve que le film est quand même plutôt positif. Alors effectivement, il y a quelques bémols par-ci par-là, mais dans l'ensemble, c'est plutôt réussi à t'entendre. Mais ce que tu décris semble, pour les personnes qui nous découvrent, ou pour les personnes qui nous suivent depuis un moment, assez loin de ce qu'on a l'habitude de traiter dans Hyperlink. On pourrait se demander pourquoi finalement est-ce qu'on traite ce film. Eh bien, je t'avoue que moi aussi, je me suis posé la question. Bah ouais. On s'est tous posé, en fait, je pense. C'est pas moi qui étais prévu sur cette critique à la base, et on m'a proposé de le faire. J'ai dit bah bien sûr, volontiers. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de film live. C'est toi qui m'as rappelé que le dernier film live que j'ai critiqué, c'est Sonic le film. Je me suis fait oui, bon, alors du coup, je vais peut-être faire un film live. Ça fait très longtemps que j'en ai pas fait. Et donc, il faut savoir que donc, depuis quelques temps, au sein d'Hyperlink, on se pose souvent la question de qu'est-ce que la pop culture, en fait? Qu'est-ce qui est notre terrain de jeu préféré et en quoi on peut le définir? Est-ce qu'un film de super-héros est automatiquement pop culture, même s'il raconte rien et que c'est uniquement des personnages en lycra et en collant? Et à l'inverse, si Malcolm et Mary avait été fait via une technique d'animation, je pense qu'en fait, on ne serait pas posé la question, on aurait potentiellement pu le traiter. Donc, ça montrait qu'il y avait quelque chose ou une réflexion plus ou moins hypocrite et inconsciente de notre part, ou qu'il y avait quelque chose de plus loin, et voilà. Je me suis dit, pourquoi on fait ça? Quels sont les enjeux de ce film? Donc bon, je me suis dit, qu'est-ce qui définit la pop culture? Et si on cherche les définitions de la pop culture, on tombe souvent sur le consensus que c'est une forme de culture faite pour être appréciée par un plus grand nombre. Alors ça n'y a pas à confondre avec la culture de masse, hein, c'est vraiment une culture populaire qui vient du peuple et qui est faite pour être appréciée par le peuple, mais elle s'oppose à une culture plus élitiste. Du coup, est-ce que Malcolm and Mary serait élitiste? Parce que s'il n'est pas élitiste, automatiquement, il deviendrait plus ou moins un film pop culture, en tout cas un film populaire. Et donc, pour tenter d'y voir plus clair, je me suis dit, faisons appel à la théorie des auteurs, c'est-à-dire prenons tout ce que Sam Levinson a produit et regardons en fait si on peut y dégager des clés de réflexion, des gimmicks de mise en scène, des gimmicks de scénario, tout simplement. Il a à son actif 3 films, une série, quelques scénarios qu'il a fait pour d'autres personnes, et 1 ou 2 productions. Et si on regarde attentivement ce qu'il a fait en termes d'écriture et de mise en scène, on trouve entre autres qu'il traite souvent des personnages issus de conditions modestes, simples, voire pauvres. Malcolm and Mary, par exemple, on le dit à un moment que la villa dans laquelle ils habitent, on découvre au bout d'un moment que, lors d'une phrase, donc ça peut très vite être oublié, qu'elle est louée, en fait, par la production, donc la maison ne leur appartient pas. L'un des deux vient d'un milieu plus que modeste, en plus de ça. En plus de ça, dans les films de Levinson, souvent pas mal d'intrigues tournent, peu importe le genre auquel il s'attache, sur les non-dits, les mensonges et sur le fait que tout le monde est un peu superficiel, tout le monde ment et a une persona, tout le monde a un masque et cache des choses. Et que c'est ça qui vient nuire aux relations humaines. Et donc, c'est des problématiques qui touchent, je pense, une grande partie des spectateurs, parce que qu'on soit riche ou pauvre, vieux ou jeune, les relations humaines, c'est quelque chose qui est à peu près universel chez tout le monde, sauf si on est un vieil ermite dans une grotte. Et donc, par ce biais-là, Malcolm and Mary, il n'échappe pas à cette vision du travail de Levinson. Mais bon, admettons que Malcolm and Mary, je ne peux pas définir que c'est un film populaire juste parce qu'il parle de problématiques humaines communes. Imaginons qu'on me dise « Ouais, mais ça, c'est trop léger, on ne peut pas aller sur ça. » Alors prenons le film pour ce qu'il est. Sur sa forme, je regarde le film et je me dis « Le film, il est quand même potentiellement prétentieux ou élitiste quand on ne le connaît pas, quand on voit les bandes annonces de Netflix et ce qui en donne. C'est-à-dire que c'est du noir et blanc, c'est très esthétisé, ça ressemble à vraiment, il y a un truc mélodramatique avec 2 acteurs, et voilà, je me dis, ok, ça peut potentiellement être élitiste. Pourtant, là, on en reparlera, je pense, après avec mes 2 camarades, mais le film ne tente jamais vraiment de perdre le spectateur dans des dialogues avec des mots trop compliqués ou des figures de style. Il tente pas d'élever le sous-texte du film autrement que par des techniques de mise en scène pure, donc ce que je disais, les rapports de force, par exemple, par des plongée contre plongée, hein. Quand il y en a un qui est au-dessus de l'autre, instinctivement, le spectateur peut quand même comprendre qu'il y en a un qui est plus menaçant que l'autre. Il ne faut pas avoir fait une école de cinéma pour ressentir ça. L'intellectualiser, c'est une chose, mais le ressentir, je ne pense pas. Et en plus, il fait énormément de références dans ses dialogues. Il fait référence à Spike Lee, Autant n'emporte le vent, mais dans la forme aussi. Il met appel à des musiques qui sont très populaires. Il met du James Brown, du Alabama Shake. Il parle de la nuit d'Antonioni. Alors, on pourrait croire que c'est élitiste, mais à la base, c'était quand même des films qui étaient très populaires, hein, les films d'Antonioni. Et il essaye de capter différents publics. Et je glisse au passage que, par exemple, dans Assassination Nation, il fait référence à des films de genre japonais, de la Nikatsu. Donc voilà, c'est Levinson, il sait jouer avec les influences. Et Malcolm and Mary, en fait, on voit, c'est un film référencé, mais qui aime en jouer. Et enfin, sur cette question de la culture, le film tente lui-même d'essayer d'y répondre à un moment dans un monologue pas très subtil, je trouve, de Washington, où il tente de définir
les causes de l'écart culturel et se demande si on peut pas voir dans les classes se mélanger dans une œuvre. En gros, si je devais résumer son dialogue et son monologue, ça serait est-ce qu'un film avec des acteurs noirs réalisé par un noir peut-il être autre chose qu'un brûlot politique? Voilà. Et à cette parole, Levinson, il joint les actes, par exemple, en désacralisant petit à petit les persos. C'est-à-dire que quand le film commence, et c'est ce que la bande-annonce nous montre, on imagine quelque chose proche des Humphrey Bogart, des Audrey Hepburn, quelque chose avec des personnages qui ont beaucoup de style. Hein. Zendaya et Washington, ils sont très beaux. Ils marchent très bien en tant que couple à peu près idyllique et parfait sur le visuel. Et petit à petit, ils vont avoir moins de vêtements. On va voir par exemple Zendaya dès le début, elle va se mettre à aller aux toilettes et faire pipi, comme tout le monde. Mais du coup, ça la désacralise. Et en résumé, on pourrait se dire que même en noir et blanc, tout le monde fait pipi. Voilà, j'ai mis cette phrase dans mon petit conducteur. J'en suis très content de l'avoir gardée. Je sais que ça a fait rire Karel. En conclusion, Malcolm and Mary, je trouve que c'est un film plutôt réussi, qui propose une plongée au cours d'un couple en crise. Et plutôt que de proposer une simple histoire de meurtre assez basique, Levinson joue avec les attentes du public et sur ce genre d'intrigue pour nous tenir en haleine et sans cesse relancer un peu la machine du film où on pourrait se dire « Ah, ça devient raplapla » et non, pas du tout. Et donc, proposant à travers ces personnages une bataille sur, par exemple, les classes, les sexes, sans jamais en faire l'enjeu premier du récit, puisqu'on reste quand même sur cette confrontation de couple, Malcolm and Mary, il peut rebuter par sa forme, mais il ne laissera personne de marre si on prend vraiment la peine de le regarder, et donc d'appuyer sur Play sur Netflix, qui vous demande 3 boutons sur la télécommande. C'est pas un gros effort. Et quant à savoir si le film c'est une œuvre populaire qui mérite d'être décortiquée par Hyperlink ou non, moi, je pense que j'ai donné mes clés de réflexion personnelles, elles peuvent être complètement faussées, hein. Mais en tout cas, je laisse la parole à mes camarades, parce que si on doit garder une chose du travail de Levinson, je pense, ça serait écoutons les autres pour nous comprendre nous-mêmes. Merci Cédric pour ta critique. Sans plus tarder, je vous donne la parole. Océane, qu'as-tu pensé du film ? Alors, tout d'abord, moi j'ai un regret, c'est de pas l'avoir vu sur grand écran. En fait, mon chat a cassé notre télé et du coup, j'ai dû le regarder sur le petit écran de mon ordinateur. Et c'est vrai que j'ai eu un énorme regret parce que je trouve que ce noir et blanc est vraiment sublime et que Sam Levinson arrive vraiment à mettre en valeur le seul décor dans lequel se déroule le film, donc à savoir une grande villa louée par la production du film de Malcolm. Et j'ai trouvé que la manière dont il jouait avec les espaces, tout en essayant de créer une intimité, mais en même temps, il y a eu le Covid, donc sur les tournages, il faut éviter que parfois les personnages soient trop l'un de l'autre. Ça crée une sorte de distance à la fois volontaire et involontaire, et j'aime beaucoup la manière dont il a tenté de jongler avec ça, parce qu'il y a des scènes dont on sent que s'il n'y avait pas eu le Covid, clairement, ils auraient été beaucoup plus rapprochés que ça. Du coup, je trouve que c'est intéressant aussi de voir le film sous ce prisme de huis clos très très confiné comme ça. Après, concernant la question de est-ce que Malcolm and Mary c'est un film hyperlink compatible, j'aurais tendance à penser que oui, parce que mine de rien ça reste une réflexion intéressante. Je suis pas forcément d'accord sur tout ce que dit Levinson. Ça reste une réflexion intéressante sur la pop culture et la manière dont ça continue à rester snobé et méprisé d'une partie de la critique et puis de l'industrie aussi tout simplement. Ce qui est intéressant, c'est que hier c'était les 7 ans de la sortie de The Lego Movie à l'heure où on enregistre. Et le fait est que ce film marque encore durablement aujourd'hui Hollywood, que Lord et Miller sont devenus des maîtres du méta à Hollywood, et que ça reste quand même, ce film-là, Lego Movie, à mon sens, reste une immense prouesse d'animation et aussi de sous-texte et de scénario. Pour moi, c'est vraiment un film limite parfait dans tout ce qu'il tente. Et le fait justement de voir que le film revient à plusieurs reprises dans le film, comme un exemple un petit peu de film un peu méprisé, snobé par Malcolm qui veut accéder à une classe de réflexion supérieure, je trouve que c'est intéressant parce que aujourd'hui, on a vraiment 2 écoles qui sont soit je snob tout ce qui est animation et blockbuster et je voue ma carrière, je voue ma vie à louer des maîtres un petit peu plus films d'auteur. Et en fait, l'un ne peut pas coexister avec l'autre en fait. Et je trouve que le film montre un point de vue réaliste. Alors ça en fait grincer quelques dents et j'imagine que c'est parce que Levinson a appuyé un peu là où ça faisait mal. Mais je trouve aussi qu'il parle très très bien du mépris qu'on peut ressentir pour tout ce qui est la pop culture, donc tout ce dont on parle un petit peu chez Hyperlink. Et en soi, je trouve que le film n'est pas parfait à ce niveau-là,
Moi, j'avoue que le monologue de John David Washington qui crache ses poumons à force de hurler sur cette pauvre journaliste du LA Times qui a eu le malheur d'aimer son film, mais pour les mauvaises raisons selon lui, j'ai trouvé qu'il y avait un peu à boire et à manger. En l'état, moi, ça m'a fait rire parce que j'y ai revu beaucoup de toute cette culture qui pense avoir mieux compris un film que son voisin. Donc en l'état, je trouve que le film n'est pas parfait. J'aurais bien retiré une dizaine de minutes par-ci par-là. J'aurais bien aussi retiré quelques segments musicaux, même si effectivement la soundtrack reste de qualité. Mais je trouve que ce que tente Levinson n'est pas si inintéressant. C'est du poil à gratter comme on en a rarement vu ces derniers temps, Covid oblige. Mais ça fait pas de mal de temps en temps de voir des gens se crêper le chignon sur un réalisateur. Moi, ça me divertit beaucoup. Voilà. Merci Océane. Avant de donner la parole à Gabin, effectivement, c'est vrai qu'on a pas mal ici eu l'habitude de légitimer les sous-cultures et contre-cultures méprisées, qu'elles soient geeks, otaku, etc., en montrant qu'elles n'avaient pas vocation à s'opposer à la culture noble, mais au contraire à l'enrichir avec des traitements nouveaux, que ce soit par le genre, que ce soit par des esthétiques nouvelles. Mais c'est pas pour autant qu'un film en apparence noble ne peut pas parler de thématiques populaires et universelles, voire puiser dans la culture pop pour moderniser son Ouais, produit. alors moi je dirais juste qu'un film en apparence noble, il commence pas par Zendaya qui fait pipi. Hein. Donc dès le début, le film a décidé qu'il serait pas noble. Donc voilà. Là. Bah, en gros, voilà, ce que je veux dire, c'est qu'on peut citer autant n'importe le vent, faire du noir et blanc et passer du Outcast, et ce film en est la preuve. Gabin, peut-être ? Bah écoute, moi j'étais très curieux de découvrir ce film de Samuel Levinson parce que j'ai l'impression que Monsieur Levinson est très sage depuis un petit moment, parce que j'ai découvert donc ce réalisateur avec la série Euphoria, donc déjà avec Zendaya, donc multi-récompensé, et au niveau de la mise en scène, Euphoria ou Assassination Nation, que je n'ai toujours pas vu et que je veux impérativement voir très bientôt, c'est beaucoup plus vivant dans la mise en scène, beaucoup plus clipesque, presque épileptique. Ça correspond aussi au sujet de la série pour Euphoria, qui est de l'addiction, donc pour le personnage de Zendaya, Rue, qui lutte avec son addiction à la drogue. Et donc on a beaucoup de séquences comme ça, très clipesque, très épileptique comme je le disais, et là c'est beaucoup plus calme, et ça correspond à l'esprit qu'on retrouve aussi dans les 2 épisodes spéciaux de Euphoria, qui ont eux aussi, comme Malcolm et Marie, été réalisés un peu par accident, à cause du Covid, et c'est surtout ça, en fait, Malcolm et Marie, c'est un film qui a été fait par accident, parce qu'il y a eu le Covid. Le script a été écrit comme ça en 2 semaines, ou du moins la majeure partie du script, en quelques jours, pardon. Et ce que dit Sam Levinson en interview, c'est justement comme il y avait la quarantaine imposée sur le tournage, ils avaient 2 semaines avant de pouvoir commencer à tourner, la seule chose qu'ils pouvaient faire en attendant, c'était se réunir le soir dans des voitures sur un parking et parler du script. Tout comme... Voilà, l'essentiel du film et des 2 épisodes spéciaux d'Euphoria passe par le dialogue. C'est ça qui m'a surtout surpris, c'est de voir un Sam Levinson beaucoup plus calme, aller, comme le dit Cédric, dans une mise en scène qui alterne plutôt les chants contre chants, qui est moins extravagant dans sa forme, et pour autant le film réussit à faire passer énormément de choses à travers ses personnages, à travers ses dialogues. Et c'est ça aussi que j'aime particulièrement, c'est qu'en désacralisant, comme le disait Cédric également, ces personnages qu'on voit revenir d'une soirée qu'on pense être des icônes comme ça du cinéma, du moins pour John David Washington, eh bien non, ce sont des gens comme vous et moi qui voilà, vont manger leur macaroni au fromage après avoir passé une soirée de folie, et qui vont s'enguirlander royalement pendant toute la soirée. Là aussi, c'est peut-être le seul défaut que je trouve, comme vous tous, c'est que c'est un petit peu long, et que je trouve que le film redynamise de façon un peu artificielle le conflit qui oppose ces 2 personnages. Mais moi j'ai été vraiment captivé de bout en bout par leur interprétation, parce que je trouve Zendaya dans la continuité aussi justement de ce qu'est son rôle de Rue dans Euphoria, puisque là aussi il est question des mêmes sujets, de l'addiction en rapport au film qu'a fait le personnage de Malcolm, et il y a des gens qui parlent assez justement du fait que Marie c'est peut-être une Rue adulte, pourquoi pas,
Je trouve ça intriguant de voir qu'il y a toujours des corrélations entre ce que fait entre ce que fait Sam Levinson, pardon. Et en tout cas, voilà, moi j'étais très captivé et j'attends de voir toujours ce que Sam Levinson nous réserve donc pour la saison 2 d'Euphoria et pour tout le reste. Autre paradoxe, effectivement, Océane en parlait, le film est très beau, Cédric aussi en parlait, le film est tourné en pellicule et pourtant il sort sur Netflix. C'est le plus beau paradoxe. Paradoxe qui n'en est peut-être pas un, étant donné que, mine de rien, c'est un film né du confinement et qu'on savoure dans des conditions, pas de confinement, en tout cas pas partout sur le globe, mais dans des conditions de confinement relatif. Disons, voilà, il y a une forme de destin qui entoure ce film qui lui donne une certaine forme de cohérence. Cédric, pardon, tu voulais rebondir. Oui, alors moi je voulais surtout revenir, on parlait de Sam Levinson et de son style, du coup moi j'ai vu Assassination Nation, et donc j'ai pas vu Euphoria en revanche. Effectivement, Assassination Nation est beaucoup plus nerveux, mais je trouve que dans les deux cas, en fait, il est assez fort pour... je sais que mettre ces mots-là, surtout à l'heure d'aujourd'hui, c'est compliqué, mais parler de féminisme, et je trouve qu'il y a un vrai raisonnement, en tout cas, sur le féminisme, et surtout le rôle des hommes dans le rôle des femmes. Et le film joue très bien là-dessus. Le personnage de Zendaya. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'aucun personnage n'est très noble, je trouve. C'est-à-dire qu'on pourrait se dire très vite que lui, c'est un full connard et que elle, c'est une full victime. Mais en fait, elle aussi, elle est un peu connasse sur les bords. Et lui aussi, il a un côté un peu victime. Et le film est assez juste sur ça que des fois, dans une relation, quand les personnes s'aiment vraiment et se respectent, des fois, il y a quand même une forme d'irrespect qui peut amener par des petits gestes, par des petits actes, et sans qu'on s'en rende compte. Et le film jouait assez bien de ça. Et c'est d'ailleurs la plus grande force de Malcolm and Mary, par exemple, par rapport à Assassination Nation, c'est que dans Assassination Nation, à part un ou deux personnages masculins, tous les hommes ou presque sont vraiment des full connards. Ce qui n'est pas un mal en soi, parce que dans Assassination Nation, Levinson proposait une satire sur le rôle des médias, des réseaux sociaux, et de comment est-ce que... sous le prisme d'une fausse liberté, en fait, Internet shame encore plus les femmes et les objectivise, les transforme en objets encore plus, quoi. À un point que je ne spoilerai pas, mais où ça va assez loin, et j'étais très mal à l'aise, alors que Malcolm and Mary, pas du tout. Mais Malcolm and Mary, il met mal à l'aise d'une autre manière, dans le sens que il te met face à certains trucs. Moi, je me suis retrouvé dans le personnage de Washington à part maman, et dans le personnage de Zendaya à d'autres mamans, et pas forcément les moments où ils sont le mieux, hein, clairement. Et ça veut pas dire que je suis horrible, mais c'est juste que je suis humain, et je trouve que les personnages sont bien écrits et sont humains. Oui, effectivement, je trouve ça très intéressant la manière dont, encore une fois, Sam Levinson parle d'addiction. En fait, il faut rappeler, alors c'est lui qui en parle lui-même, hein, donc c'est pas un scoop voyeuriste ni quoi que ce soit, mais il a été un ancien accro aussi, un ancien junkie, et du coup, Euphoria, pour lui, ça a été aussi une manière un petit peu de faire une catharsis sur ses vieux démons d'addiction. Et effectivement, je trouve que c'est hyper intéressant de voir qu'il empoigne encore ce sujet, qui fait jouer un peu le même type de partition à Zendaya, mais cette fois en version adulte. Et c'est vrai que pas mal de gens ont reproché au casting d'avoir une immense différence d'âge entre deux acteurs, et je trouve que pour une fois, et c'est rare que je dise ça, mais pour une fois je trouve que c'est justifié, dans le sens où on voit à quel point Malcolm, comme le dit Marie, ça reste quand même quelqu'un de très manipulateur, qui s'empare d'esprits en apparence faibles pour ensuite se nourrir d'eux, tout simplement, en fait, hein. C'est une sorte de vampire émotionnel qui se nourrit des expériences des autres pour ensuite se l'approprier et en faire sa culture, et ces films. Du coup, je trouve que c'est quand même intéressant de voir à quel point une jeune fille peut être prise au piège de ce type de relation. Donc pour une fois, je trouve que la toxicité de la relation est très bien retranscrite, et c'est vrai que quand la fin arrive, effectivement, on se dit bon, ok, ça y est, enfin on quitte ces deux-là. Et en fait, c'est limite si effectivement on se dit ils valent pas mieux l'un que l'autre, et au final ils ne font que se mériter tous les deux, ce qui est quand même assez terrible à dire. Mais effectivement, je trouve que la manière aussi dont les deux se répondent est franchement intéressante. Dernier petit shout-out, que je trouve que la scène du couteau est vraiment... j'ai vraiment été prise dedans comme pas possible. Et c'est vrai que là, on commence à voir que les nominations arrivent, et c'est vrai que le film a peut-être un peu moins de nominations que prévu pour ses acteurs. Et c'est dommage, parce qu'à mon sens, sans eux, le film ne tient pas. Et je pense que sans ces deux acteurs-là, précisément, le film n'aurait pas tenu.
honnêtement, si vous devriez voir le film, ce ne serait vraiment que pour eux. Et David Washington confirme vraiment que après Tenet, ils peuvent vraiment porter absolument tout ce qui lui tombe dessus sur ses épaules. Concernant la toxicité de la relation, disons que le thème de fin, c'est la chanson Liberation de Outkast. Donc il faut peut-être y voir une porte de sortie là-dedans, une porte de salut aussi peut-être pour ces personnages qui se méritent peut-être, mais qui aussi sont capables de s'accepter dans ce qu'ils ont d'imparfait, d'où ce très beau plan où les persos se taisent et on a juste des reflets de miroir totalement éclatés, avec des lignes de perspective totalement éclatées, et les regards qui se perdent et qui se retrouvent. Cédric, pardon, tu voulais rebondir ? Je voulais rebondir sur ce que disait Océane en rajoutant un truc. Ce que j'ai bien aimé, c'est que il montre bien aussi que Washington, il est manipulateur et tout ce qu'elle a dit est très juste, mais il s'en rend même pas compte. Et du coup, il y a une forme de, pas d'innocence, mais disons, quand la vérité lui éclate à la tronche, quand Zendaya lui dit les choses, on voit qu'il est vraiment choqué. Parce qu'il découvre des parties de lui-même qu'il soupçonnait pas. Et vice-versa, et comme elle le dit, les deux se méritent, mais le public ne les mérite pas tellement ils sont un peu horribles à la fin, quoi. Et c'est vrai que vraiment, pour moi, la force de ce film, c'est d'arriver à me surprendre à chaque fois, parce que je me dis, ok, d'accord, c'est elle la victime, c'est lui le méchant. Ah non, en fait, peut-être qu'elle est un peu plus méchante et que lui s'en rend pas compte et qu'elle se sert de lui. Ah non, ok, donc il est bien fou le connard. Ah non, en fait, pas du tout. Et jusqu'à la fin, je me suis quand même surpris à rester attentif pour l'évolution de la relation et de même les balais de mouvement dans la maison, de comment ils se déplacent l'un et l'autre, de comment ils se retrouvent. En plus, ce qui m'a fait me dire qu'ils étaient vraiment pas gentils, pour rester poli, c'est que les rares moments où ils sont unis, c'est face à un ennemi commun, donc la journaliste du magazine. Et je me suis dit, c'est quand même dingue que c'est un des rares moments de répit du récit, c'est pour cracher sur quelqu'un d'autre. Donc c'était vraiment assez intéressant comme relation. Je voulais rebondir aussi là-dessus sur la scène dont parlait Océane, justement la scène du couteau, donc avec Zendaya, que je trouvais vraiment impressionnante, et c'est celle qui m'a le plus scotché, avec celle de la baignoire aussi, où justement on a parlé de la manière dont les deux personnages renversent tout au long du film ce rapport de force, où voilà, on a toujours l'impression que c'est Malcolm qui a l'ascendant sur Marie, et sur la scène de la baignoire notamment, les mots de Malcolm sont tellement durs envers elle, et à ce moment-là, les plans de Samuel Levinson sont très resserrés sur les visages de ces deux personnages, sur John David Washington, sur Zendaya qui elle est dans la baignoire, qui accumule les mous un peu tristes et les larmes, et je trouvais cette scène très dure parce que justement ça s'allonge, et plus le temps passe, plus les mots de Malcolm sont extrêmement durs, et à partir de ce moment-là je me suis dit mais waouh, est-ce que elle peut contrebalancer ce qui vient de se passer? Et la réponse est oui, avec la fameuse scène du couteau derrière, mais en tout cas, c'est ce qui m'impressionne vraiment. Ça part d'une simple discussion sur la place du cinéma, la place de la critique dans le cinéma, est-ce qu'un film est forcément politique, et derrière on part sur quelque chose de très naturel, de très universel, sur les rapports qu'on entretient dans un couple. Et voilà, je trouve ça absolument magique. Une journée normale sur Twitter, donc. Merci à vous pour cette critique partagée. Vous pouvez évidemment nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Discord également, échanger avec nous sur votre appréciation du film. Rejoignez-nous dans les commentaires sur YouTube, évidemment. Également, on a pas mal de surprises à vous réserver sur Twitch dans les jours et semaines qui viennent. Merci Cédric, merci Océane, merci Gabin. Merci. De rien. Et on se dit à très bientôt. Ciao. Bisous. Ciao. À bientôt dans la baignoire.